Bonjour à tous, bonjour aux WeSeeders présents. Merci d'être venu pour cette présentation de SolarCloss. Euh, donc, on a Alain Janet, le dirigeant de la société, qui est là pour présenter le projet dans le cadre de cette levée en obligation. Merci Alain de prendre le temps aussi. Je vous laisse la parole pour vous présenter et pour présenter SolarCloss. Ok, ben, bonjour à tous, merci d'être présents et surtout merci à tous ceux qui nous sont fidèles et qui ont abondé dans cette levée en OCS. Alors, avant de vous présenter SolarCloss, pourquoi la levée en OCS? Effectivement, c'est pour avoir de la disponibilité. Et la raison principale, qui est industrielle, est du fait de la rencontre avec la banque Rothschild qui nous a ciblés en mars dernier. Comme étant une activité qui rentrait tout à fait dans le cadre de la fondation d'entreprise de la banque, qui est effectivement c'est tout à fait à but non lucratif et donc la partie énergie renouvelable, la partie photovoltaïque rentre dans le scope de cette fondation. Donc Rothschild nous a demandé est-ce que vous souhaitez faire une levée de fonds? La réponse c'était oui à l'époque, donc via la banque Rothschild. L'objectif étant d'automatiser, de robotiser une partie de notre production pour réduire nos coûts de fabrication, tout simplement. Et donc, de pair, je savais qu'on allait avoir un investissement de la fondation d'entreprise de la banque au sein de SolarCloss et en complément, une levée de fonds qui serait menée par la banque, avec un objectif assez élevé pour nous en tout cas, qui est on se rapproche des 4 millions d'euros, on est à un ticket à 3,6 millions. Alors, ce qui m'intéressait dans ce rapprochement et de ce partenariat avec la banque, c'est qu'au-delà de lever des fonds au travers des grands comptes de la banque va nous amener aussi des chefs d'entreprise avec du chiffre d'affaires pour SolarCloss. Donc, ce n'est pas seulement de l'equity, c'est aussi de l'equity et du chiffre d'affaires, du CA. Donc, pour moi, c'était un vrai win-win. La rencontre physique a eu lieu, la première en septembre dernier. Ils sont venus chez nous depuis Paris pour faire une évaluation complète de ce qu'était SolarCloss. Ça a été suivi d'un audit très fouillé de la part de la banque, dont la réputation, vous connaissez, est d'être vigilant et de choisir ses investissements. Et l'ensemble a été finalisé lundi dernier. Je me suis rendu à Paris au siège de la banque et j'ai rencontré les cadres qui soutiennent SolarCloss et qui vont nous aider à mener à bien cette levée de fonds pour l'an prochain. Donc, je sais qu'on va pouvoir rembourser et on ne sera pas transformé en ECA, donc on va aller sur un circuit court qui pour nous est de 6 mois. Donc, les fonds qui sont bien rémunérés à 12%, anticipez-les sur une période de 12 mois, car arrivé au mois de juin, l'ensemble sera payé. Donc ça, voilà la raison pour laquelle cette OCA a été mise en place et je remercie WeSeed qui nous soutient depuis le début, depuis 2016, WeSeed est à nos côtés. Donc je souhaiterais vous représenter, je pense que vous l'avez déjà vu, mais vous représenter les activités de ce qu'est SolarCloss. Alors, SolarCloss est né, pour ceux qui nous connaissent depuis de longue date, c'est né en fait du nautisme réellement, de la course à la voile et d'un savoir-faire en textile technologique. Donc, un rapprochement de deux connaissances, qui est le textile technologique et les couches minces photovoltaïques. Assez rapidement, la bonne technologie a été sélectionnée et pour nous, ça devait être une technologie sans verre. Donc, le choix du CIGS avec un produit et un développement français avec des brevets et des applications en Europe. C'est la slide suivante. Donc, on a eu effectivement de nombreux prix comme le parcours de toutes les startups. Alors, on est véritablement une startup qui est en train de devenir mature. On va finir l'année pas loin du million d'euros en chiffre d'affaires. Donc, tout doucement, SolarCloss prend son envol dans un environnement qui n'est pas simple. On va peut-être passer à la slide suivante. Oui, tout à fait. Donc ça, je vous dis, c'est né du soleil en mer, c'est tout à fait exact. C'est vraiment comme ça que c'est né. Du reste, au Vendée Globe qui a lieu en ce moment, nous avons équipé 5 des bateaux, dont celui de Jean Le Gam, pour la 2e fois.
pour son deuxième Vendée Globe. Alors l'intérêt du produit, bah, c'est qu'il est flexible, il a effectivement une très bonne durabilité, il est léger, il est incassable, il n'y a pas de verre. Donc pas de micro de fissure, pas de cassure à terme. Esthétiquement, c'était réellement intéressant, il est très facile à mettre en œuvre. Alors, il coûte un petit peu plus cher au niveau de la cellule j'appelle ça des modules en termes techniques, mais en réalité, pour vous, ce sont des panneaux photovoltaïques. Ces panneaux sont faciles à installer, il n'y a pas besoin de structure aluminium, il y a la main-d'œuvre chargée qu'on connaît en France et en Europe est véritablement très légère pour installer les panneaux CIGS. Donc, l'un dans l'autre, il coûte plus cher au départ, mais il est vrai que l'applicatif aluminium, matière et puis main-d'œuvre rapproche en fait les deux coûts. Ceci étant, le CIGS reste un petit peu plus cher que le silicium, avec d'énormes avantages, notamment en termes d'empreinte carbone. Elle est bien meilleure, elle est de 4 à 5 fois meilleure que l'empreinte carbone du silicium. Alors, on travaille à plat en France. Ce sont des modules qui font, on est à peu près dans le demi-millimètre d'épaisseur. En poids, on est alentours de entre 1,5 kg et 1,9 kg. Pour vous donner un rapport de poids, un panneau en toiture va faire à peu près entre 25 et 35 kg. Donc, c'est vraiment, on n'est pas du tout dans le même environnement. Et c'est surtout, ce sont des produits qui sont faciles à travailler, à enrouler, à plier, parce qu'il n'y a pas de verre. Donc, on peut faire tous les formats qu'on peut imaginer qui sont impossibles à traiter avec du verre. La preuve, vous voyez ici, donc là, c'est le premier développement qu'on a fait pour la partie nautique, passe le photovoltaïque sous les machines à coudre. C'est absolument impensable avec une autre technologie. Ensuite, donc là, ce sont des exemples de pliage dans les serres. Nous avons un brevet pour les écrans d'ombrage à l'intérieur des serres. Vous en avez un sur la gauche avec une alternance ombre et lumière 50-50 et un déploiement de type militaire qui s'appuie sur la même techno. Là, c'est sur le côté d'un blindé léger de l'armée française afin de garder des batteries de service de ce blindé en actif et en charge permanente. Alors, les principaux marchés, je crois que vous les connaissez, mais on va quand même les revoir ensemble. Il y a toute la mobilité. Alors, on a commencé avec les camions, avec Renault et Volvo, mais on continue notamment avec des camions électriques de la marque Electra en Angleterre et avec les remorques qui sont fabriquées en Turquie par Tirsan, qui a racheté Kassbohrer, la marque allemande. Aussi pour la mobilité des petits véhicules qui sont des véhicules intermédiaires sur lesquels nous travaillons beaucoup. La partie agricole qui est en développement, notamment au travers de notre brevet qui sera bientôt au niveau européen. C'est un brevet national aujourd'hui et l'extension nous sera donnée en février prochain. Et là, le ROI, le retour sur investissement, est très important pour les agriculteurs. Il faut se caler dans une périodicité de 8 à 10 ans. Au-delà, ça n'intéressera pas l'agriculteur et l'investissement ne sera pas fait. Donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle nous travaillons à réduire nos coûts de production et pourquoi nous devons automatiser. Le tourisme vert, là, c'est un peu une évidence, hein, parce que le tourisme vert en général est véritablement en limite de zones sauvages. Et donc, l'accès à l'électricité et à l'ensemble des fournitures énergétiques est soit très coûteux, soit impossible, d'où l'intérêt du photovoltaïque souple que nous avons mis en œuvre. Toutes les structures légères, bâtiments qui ne peuvent pas supporter du 30 km² ont recours à nos produits. L'exemple type, c'était l'ombrière des Jeux Olympiques, que nous verrons un petit peu plus loin. Et puis, effectivement, il y a un dossier militaire. À compter de janvier prochain, SolarClos et ses produits de défense seront au catalogue de l'OTAN. On peut passer peut-être à la slide suivante. Merci. Donc là, on voit effectivement l'évolution de l'agriculture, de la partie maritime. Et on a démarré effectivement avec la course à la voile et le nautisme. Aujourd'hui, ça représente 3% de notre chiffre d'affaires.
Alors, on est toujours très content d'y être, mais clairement, le développement est dans l'industrie, notamment effectivement dans tout ce que sont les structures légères, tout ce qui est tente, tout ce qui est structure en PVC, dans le transport aussi. Ok. Et je pense que l'agriculture va prendre le relais dans pas longtemps. Dès qu'on arrivera à avoir un ROI qui correspond aux besoins des agriculteurs, je pense que les colonnes agriculture vont monter assez rapidement. Rappelez-vous, dans l'agriculture, l'unité de base, c'est pas le mètre carré, c'est l'hectare. Et donc, effectivement, ça a beau être une niche, c'est une niche en termes d'hectares. Donc, il y a un véritable potentiel en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité pour la partie agricole. Merci. Alors, on est pour les gens qui ont suivi SolarCloud cette année, on est en retrait de notre prévisionnel. On va terminer aujourd'hui, je pense qu'on va terminer aux alentours de 900 000 euros, une fois qu'on aura passé toutes les dernières écritures. On est en retrait parce qu'il y a eu un énorme dumping sur le silicium fait par les Chinois qui ont vu le marché américain se fermer devant eux. Joe Biden et son administration ont mis une taxe à l'import de 100% sur tout ce qui était produits photovoltaïques en provenance de Chine. Donc tout le stock qui était destiné aux États-Unis a été rerouté sur l'Europe et le volume disponible en Europe est tel qu'il est largement supérieur à la demande. La créance de la Société Générale, là. Excusez-moi. Dans 18 000, si. Je vais finir la présentation. Je vais finir la présentation. Je vais finir la présentation et on prendra les questions après. OK? Je vous remercie. Oui, très bien. Donc, pour ces raisons-là, nous sommes un petit peu en retrait et aussi on a des dossiers assez complexes, des dossiers importants, notamment avec la SNCF pour Pantin, avec Renault pour l'usine de Flins et aussi avec ADP pour Orly. Donc, c'est des dossiers qui sont assez lourds, qu'on aurait peut-être pu traiter sur la fin de l'année 2024, mais qui ont été reportés sur 2025. OK, donc vous avez le pipe. Alors, les cas d'usage, vous avez la mobilité routière dont je vous ai parlé. Effectivement, là, on est en développement assez sérieux sur la mobilité routière. Notamment, on va participer à un call européen dans le cadre d'Horizon Europe avec des partenaires importants dans le domaine. Je pense que là, on va probablement développer ce secteur de façon assez considérable avec une innovation, notamment concernant les remorques qui sont faites avec des rideaux et non pas des caisses en dur. Je pense qu'on va breveter quelque chose là-dessus. Ensuite, l'agriculture, je vous en ai parlé, donc on a trois développements qui sont, enfin trois démonstrateurs qui sont en cours, un à l'INRA, un autre à l'ESSER de Cannes, un autre à Alicante et on va installer à Agadir en début d'année prochaine. Donc cet ensemble nous permet d'avoir des retours scientifiques qui montrent l'intérêt économique et en termes de rendement de production agricole de notre innovation et du brevet. Et donc là aussi, je pense, si on arrive à réduire nos coûts comme nous le souhaitons, nous allons pouvoir pénétrer dans le marché agricole de façon beaucoup plus profonde que nous le faisons aujourd'hui. Ensuite, tourisme vert, donc là je vous en ai parlé, c'est effectivement tout ce qui est tente et tout ce qui est lodge. Nous avons installé 2 sites en Californie, un en Californie du Nord et un autre en Californie du Sud pour la société Utopia, en mettant en autonomie énergétique des lodges qui, de ce fait, n'ont pas besoin d'avoir des réseaux. Réseau, ça veut dire un terrassement, ça veut dire passer des gaines, des câbles, il faut avoir des permis de construire. C'est souvent en proximité de zones protégées, soit pour la faune ou pour la flore. Et donc, la solution que nous avons développée avec Utopia est une solution qui peut s'appliquer dans pas mal d'autres endroits, notamment en Afrique du Sud, en Californie et dans toutes les zones où le tourisme vert est en train de se développer. Ensuite, alors tout ce qui est structure légère, ombrière, voilà l'exemple type, c'est sur le port de Monaco. Vous avez des supports, ce sont des supports en aluminium très légers, et ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir une empreinte au sol importante, il n'y a pas besoin de bétonner.
Le coût de la structure porteuse est tellement faible par rapport à ce qu'elle serait si on utilisait du silicium, que cet ensemble-là permet d'avoir une grande mobilité. C'est quelque chose qui est démonté hors saison et qui est remonté pour la saison et pour des différents événements, qui est facile à stocker, qui ne se casse pas. Et l'un dans l'autre, une fois que l'ensemble est installé, on se rapproche effectivement du tarif du silicium. Là, vous avez le même type de déploiement au Qatar, et là, on voit qu'on peut faire quelque chose de relativement esthétique avec du photovoltaïque. Et là, on est toujours sur des structures porteuses légères, ce qui correspond aujourd'hui au parking et aux ombrières de parking de supermarchés, puisque la France et l'Europe ont effectivement imposé aux supermarchés d'avoir des ombrières photovoltaïques afin de pouvoir alléger l'empreinte carbone du bâtiment. Ensuite, alors on a travaillé aussi sur la partie métal et structure en dur. Alors, ce n'est pas véritablement notre métier de base. Sur la gauche, vous avez notre déploiement à l'aéroport de Nice. Hein. Vous êtes contigu au terminal 2. Là, on voit les avions d'EasyJet. On est sur le terminal affaires, la pergola du terminal affaires. Et là, on est sur une structure en cobassier. Donc, on est sur quelque chose qui est véritablement léger. Et on trouve du cobassier dans toiture dans de nombreux endroits, soit du cobassier, aussi des fois des toitures en bitume, où on ne peut pas mettre à nouveau du silicium, du fait du poids et du mode d'attache. Car on ne peut pas percer, on ne peut pas faire de trous, en particulier sur les toitures en bitume. Et cet ensemble de toitures à structure légère, à faible portance, qui ne peut pas prendre du silicium, représente un peu plus d'un tiers des toitures en France. Donc là l'exemple était intéressant parce qu'on s'est installé sur de l'acier. Et de l'autre côté, vous êtes aussi sur une toiture rigide. Et donc, on a travaillé l'ensemble des applications, que ce soit en collage ou avec d'autres procédés d'installation qui sont rapides, légers et peu onéreux. Ensuite, dans les applications militaires, il y en a plusieurs. Certaines, je ne peux pas rentrer dans le détail de toutes. Notamment celle qu'on a développée pour la DGA et Safran, qui touche en fait au treillis des forces spéciales et du combattant. L'idée de base, ça on peut la dire, c'est d'améliorer la charge utile pour les militaires, c'est-à-dire de ne pas transporter des batteries dans leur poche, ce qu'ils font aujourd'hui, et donc de pouvoir alimenter leur réseau de communication sans avoir à charger l'équipement. Donc ça veut dire pouvoir utiliser du poids pour autre chose. La partie tente, on l'a exposé l'an dernier à Satori et cette année à Eurosatori. Et donc, notamment pour les tanks et les PC de commandement. Alors, c'est vrai pour le militaire, ça peut être vrai aussi pour l'humanitaire. Les budgets ne sont pas les mêmes, bien évidemment, mais en tout cas, on a un petit panel, et tout n'est pas mis sur la slide parce qu'il y a des éléments que je ne peux pas montrer, qui s'adressent effectivement aux militaires et en particulier de l'OTAN, puisqu'on sera sur le catalogue de l'OTAN à partir de janvier. La slide suivante. Alors, ce qui a été intéressant et assez motivant cette année, alors on va regarder les projets, effectivement, vous avez dû suivre ce que nous avons fait pour les Jeux Olympiques. Là, on était au sein du village des athlètes. Le commanditaire, c'était EDF, et avec notre partenaire Spatio-Tempo, le fabricant et le concepteur de la structure, on a conçu une structure qui couvrait la gare routière avec effectivement 90 kW en triphasé, et ça alimentait, en tout cas ce sont les chiffres EDF, 104 des appartements des athlètes au sein du village. Donc là, c'était véritablement la démonstration que ce type cette technologie photovoltaïque s'applique tout à fait à cette structure. Regardez, la structure, elle est légère. On n'aurait jamais, mais jamais pu mettre du silicium sur cette structure-là. La slide suivante. Alors, nous sommes bien avancés avec le projet du nouveau stade de Chalbon-des-Mas à Bordeaux. Il y a une réfection de l'ancien stade et nous participons à l'appel d'offres. Et là, à nouveau, les contraintes techniques font que le silicium classique ne peut pas être considéré.
Et donc, le CIGS que nous utilisons, qui a un rendement élevé, s'applique tout à fait dans ce type de situation. La slide suivante. Alors, nous sommes devenus partenaires de la société Ponant, qui exploite une douzaine de navires pour faire des croisières de luxe. Alors, il se trouve que l'un d'entre eux, qui est le commandant Charcot, est un brise-glace d'abord, et c'est aussi un bateau laboratoire. Il y a 2 laboratoires à bord et des études sur l'Arctique qui sont menées. Et donc, Ponant a décidé que sur ce bateau-là, on ferait un test, un démonstrateur photovoltaïque, afin de rassembler tous les éléments techniques et scientifiques qui vont nous permettre de transformer le prochain et nouveau bateau de Ponant, qui s'appelle le S2Z, Swap to Zero, qui est un bateau qui fait à peu près 250 mètres de long, dont la construction va démarrer l'an prochain en Allemagne. Et là, c'est un bateau qui sera à propulsion hydrogène vert, avec l'ensemble des énergies renouvelables à bord, dont le photovoltaïque. Avec des voiles aussi. Ce sont probablement des voiles qui ne seront pas en textile, probablement en métal ou en autre matière. Et là, nous interviendrons aussi sur la partie voile, mais pas que, sur le bastingage, sur une partie de la coque et des structures. Ensuite, alors ça, c'est un nouveau projet qui nous est arrivé cet automne. Et du reste, c'est un petit peu grâce à Ponant, car le transport maritime au sens large, fret et passagers, au niveau mondial, a pris un engagement de décarbonation sur 2030 et 2050. Alors cet engagement de décarbonation de CO2 est lié aussi à une taxation sur le CO2, sur la pollution. Et donc cette taxe, c'est une taxe sur le CO2 qui était relativement légère jusqu'ici, s'alourdit en 2025. Et tout élément qui permet de façon sérieuse de réduire la consommation énergétique des navires en question via les énergies renouvelables a un impact, 1, sur leur production de CO2 et 2, sur leur taxation. D'où l'intérêt évident et immédiat de l'ensemble des prestataires, alors que ce soit des chantiers navals constructeurs, mais aussi des opérateurs, des armateurs. Et là, en l'occurrence, Corsica Linea, qui est l'ancien SNCM, hein, qui a été racheté, nous avait donné une consigne, c'est-à-dire à partir de 2% de production énergétique en photovoltaïque, l'impact sur la production de CO2 et sur la taxe carbone est significatif pour l'opérateur. Alors, il se trouve que pour ces 2 bateaux-là, il y en a un, on est aux alentours de 6% et l'autre à 3,6% de mémoire. Effectivement, on peut véritablement faire quelque chose qui a un impact sur leur production de CO2 et sur leur taxe carbone. On en est, la partie photovoltaïque a été devisée, on est en train de deviser la partie installation avec toutes les contraintes d'un bateau qui ne sont pas des contraintes nécessairement administratives, mais plutôt très pratiques, c'est-à-dire pas de point de rouille, comment est-ce qu'on peut traiter le pont une fois qu'il est recouvert avec du photovoltaïque, ainsi de suite. Sachant que aussi les ferryboats sont des bateaux qui vibrent énormément. On a tous fait l'expérience quand on est monté sur un ferry. Et là, le silicium n'aime pas beaucoup parce que ce sont des couches de verre. Et donc, à partir du moment où on a une structure qui vibre, un peu comme pour les camions du reste, il y a des micro-fissures qui se forment et à l'issue des micro-fissures, vous avez des cassures, en fait, des couches de verre. Donc, l'intérêt de la technologie CIGS est absolument évident, d'autant qu'on peut faire un collage direct sur le pont, un collage étanche, avec une très faible épaisseur et des surfaces antidérapantes. Donc là, on est bien parti. Le deal n'est pas signé, mais on va dire qu'on est bien parti. On ne va pas se porter la poisse. C'est un dossier qui est emblématique, qui nous permettra effectivement, si nous aboutissons, d'intéresser d'autres flottes marchandes, passagers ou fret, en France et en Europe. Slide suivante. Alors, le photovoltaïque, si je me résume, c'est pas très beau, c'est rectangulaire et c'est noir. Et aujourd'hui, le photovoltaïque, au sens large,
est enfin rentré dans les mœurs et dans les us et coutumes de tout un chacun. Quand on voit un panneau photovoltaïque, une toiture photovoltaïque, on ne fait même plus attention, on se dit oui, ben c'est normal. On ne se serait pas dit la même chose il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc c'est un produit qui est devenu un produit assez classique, assez courant. Et à partir du moment où il a été intégré dans le mode de vie, on demande au photovoltaïque plein de nouvelles choses qui n'étaient pas pensées au départ. J'entends par exemple l'antidérapant. Ça peut être la réflexivité aussi proche d'un aéroport. Ça peut être une retardance, une résistance au feu. Ça peut être, aujourd'hui, c'est la couleur. Et en architecture, en particulier en architecture contemporaine, moderne, et aussi dans le domaine de l'automobile et du design, on nous demande de faire du photovoltaïque qu'on ne voit pas, du photovoltaïque qui s'intègre sur la surface porteuse. De sorte à ce que, par exemple, les bâtiments de France donnent une autorisation à des villages ou à des villes qui ont des bâtiments proches, et le cercle est relativement grand, afin de pouvoir installer du photovoltaïque en toiture, mais qui ne dénature pas l'esthétique du village ou de la maison ou de l'environnement. Et là, l'intérêt du CIGS à nouveau par rapport au silicium, c'est qu'on peut avoir des courbures importantes. Et notamment, on peut, avec du CIGS, faire des tuiles rondes type romaine, avec une couleur terracotta, similaire à celle qu'on connaît, c'est la tuile romaine, hein, classique. Et donc, nous avons un projet. Alors, c'est la même techno, c'est-à-dire on utilise les mêmes cellules, rigoureusement les mêmes que celles pour faire des panneaux. À la place d'avoir nos films barrières avant et arrière, on a des tuiles en verre. Et la connectivité se fait exactement de la même façon que ce que nous faisons sur les panneaux classiques. Donc, en fait, c'est un sous-produit que nous faisons déjà, mais qui va nous permettre d'aller et d'équiper des toitures qui ne sont jamais équipées avec du photovoltaïque, car il y a une interdiction juridique et environnementale sur ce photovoltaïque-là. Donc, ce projet nécessite aussi un petit peu d'automation. Il ne fait pas partie du lot, en quelque sorte, de l'OCA de WICIT. Par contre, il fait partie de la levée de fonds avec la banque Rothschild, car il y a effectivement la partie robotique est beaucoup plus onéreuse que les fonds qu'on lève en OCA aujourd'hui. Ensuite, alors, effectivement, on travaille avec pas mal d'argent public depuis le début. L'ADEME, qui est un soutien absolument incroyable de SolarCloze. On a une relation de travail et de confiance remarquable. Je suis vraiment très heureux de le dire. La région Sud qui nous soutient, France 2030, mais c'est globalement via l'ADEME. L'agence l'ANR pour la recherche, et puis l'Union européenne, puisque nous sommes lauréats de projets européens. Alors, pour le PV coloré dont je vous ai parlé, on a développé un partenariat avec l'Institut allemand Fraunhofer, qui est une référence dans le domaine de l'ingénierie et puis des labos de recherche en Europe. Dans le photovoltaïque, c'est peut-être même la référence. Ceci étant, on a de très bons laboratoires en France et en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède et autres. Il n'empêche que Fraunhofer en Allemagne est quand même la référence. À partir du moment où il y a une publication Fraunhofer, ça devient l'étalon pour l'Europe. On travaille aussi beaucoup sur la partie énergie solaire en agriculture et gestion de l'eau. Là, c'est en partenariat avec l'INRAE et un projet européen. La conformabilité du photovoltaïque pour les pièces d'automobile est un sujet très important. On y travaille avec l'ADEME dans le cadre du projet TREDS. L'idée, c'est qu'effectivement, un peu comme la couche de peinture est le dernier élément d'un capot ou d'une aile de voiture, le dernier élément devrait être une couche photovoltaïque. C'est ça l'idée. Donc de mener à bien l'intégration du photovoltaïque au moment de la conception des pièces conformables des automobiles et des véhicules, directement chez le fabricant, afin que quand on intègre les pièces dans le véhicule, le photovoltaïque y soit intégré. On a aussi beaucoup travaillé sur le photovoltaïque enroulé et déroulé, sur des milliers de fois, notamment pour les stores.
Et là, au travers de pergolas qui sont dépliables, nous sommes en train d'avancer vers un nouveau prototype qui probablement fera l'objet d'un brevet. Et la R&D est constante chez nous, on améliore nos produits en permanence. Donc ça, c'est pour la partie R&D. Alors, pour la partie couleur, il faut quand même que je dise quelque chose très rapidement. C'est un peu technique, mais je vais le dire quand même. Quand on transforme un objet pour lui donner une couleur, on le pigmente. C'est ce qu'on a fait depuis l'Antiquité pour les vêtements. Et à partir du moment où on intègre un pigment sur un support, on interfère avec le spectre lumineux. Si vous voulez taper dans les rouges ou dans les bleus, donc vous transformez le spectre lumineux, et plus vous allez vers une couleur claire, imaginez que vous vouliez pigmenter en blanc un panneau photovoltaïque, vous allez taper tellement dans le spectre lumineux que vous allez perdre 50% du rendement initial de votre photovoltaïque. 50%, c'est beaucoup. Ce qui fait que le photovoltaïque via la pigmentation n'est pas véritablement une très bonne solution. Et là, l'Institut laboratoire Fraunhofer en Allemagne a développé et mis au point ce que la nature a fait pour les ailes des papillons morphos. Donc on est en biomimétisme, à savoir, vous voyez là, sur l'écran, vous avez des espèces de petites lamelles qui ressemblent à des plumes en dessous. En fait, ça capte une toute petite partie du rayon du spectre lumineux dans la couleur choisie. Et là, on voit que c'est du bleu. Donc ça renvoie l'image du bleu à l'œil du papillon. Mais en réalité, il n'y a aucune couleur. L'œil voit bleu, le produit n'est pas bleu, mais tout le monde le voit bleu. Si vous le voulez le faire vert, vous allez taper dans un autre élément du spectre lumineux et on va renvoyer la couleur verte ou ocre ou terracotta choisie. Et donc là, l'intérêt véritablement très important, c'est qu'on touche que toute petite partie du spectre lumineux, ce qui fait que la perte de rendement est de l'ordre moyen de 5% du rendement initial. On n'est plus dans les 10, 15, 20, 30, voire 50% de perte, on est à 5%. Et ça, c'est la solution pour faire du photovoltaïque coloré intégré dans le support. SolarCloss a signé un accord de développement avec l'Institut Fraunhofer pour la technologie CIGS souple. Donc nous sommes main dans la main avec Fraunhofer pour ce développement-là. La slide suivante. Là, on travaille, je vais passer rapidement là-dessus, puisqu'on est vraiment dans l'agriculture et c'est la gestion de l'eau et de l'énergie. Alors, dès qu'on gère de l'eau et des ressources en eau, on a besoin de pompes, on a besoin d'énergie, car on est souvent dans une zone qui n'est pas alimentée en électricité. D'où le lien eau, énergie photovoltaïque et développement de l'agriculture pour les dizaines d'années ou les quinzaines d'années à venir qui seront problématiques au niveau mondial. SolarCloss est impliqué dans ce domaine-là. Ensuite, et là c'est un bébé qu'on a porté légèrement avant le Covid, qui est fabricons tout en France. Ayons une filière 100% autonome, souveraine, on dirait d'un point de vue politique, mais en tout cas pour nous, c'est autonome, avec la fabrication des cellules CIGS en France. Aujourd'hui, les cellules CIGS qu'utilise SolarCloss proviennent des États-Unis, parfois de Chine, mais plutôt des États-Unis. Et le souhait, en fait, c'est de s'autonomiser d'une importation étrangère et de pouvoir fabriquer en France. Et nous avons comme partenaire deux laboratoires du CNRS, le premier qui est à l'Institut photovoltaïque de France à Saclay et le deuxième à l'Institut des matériaux de Nantes, avec notre partenaire, la société Seuil PV, qui est dirigée par l'ancien directeur scientifique de l'IPVF, qui est en France, c'est peut-être un peu exagéré, mais on va dire que c'est un peu monsieur photovoltaïque en France, enseignant au Collège de France. Si vous tapez Daniel Linco, vous verrez ce que je veux dire. C'est la référence photovoltaïque pour le pays. Donc là, construction d'une filière industrielle 100% française, avec fabrication des modules par SolarCloss System chez nous, dans nos ateliers. Ensuite. Ok, donc l'actionnariat, ben ça je crois que vous l'avez vu, je vais quand même passer rapidement sur l'actionnariat. Alors, on a un actionnariat qui a été fait au début
au début par ce qu'on appelle des business angels, notamment Maurice Pinault, qui était directeur général de Zodiac Aerospace avant que Zodiac soit vendu à Safran. Donc c'est un homme d'affaires très avisé. Il était en particulier en charge des prises de participation chez Zodiac. Philippe Bensoussan, qui a été PDG de Sofradir. Sofradir, c'est effectivement la société qui a développé les détecteurs infrarouges pour le satellitaire et le militaire dans l'espace. C'est une filiale jointe de Thales et de Safran. Philippe Bensoussan a été pendant 20 ans PDG de Sofradir. Il est polytechnicien et ingénieur général des armées. Guy Berruyer, qui est le troisième du trio des entrepreneurs français, qui a mis au point le logiciel Sage, qui a été PDG de Sage, du reste, pendant assez longtemps. Et donc, ces trois chefs d'entreprise françaises sont de très bons conseils. Ils sont notamment, Maurice Pinault fait partie du conseil stratégique, du comité stratégique de SolarClose, avec WICIT, bien sûr. Pierre Lafitte, feu Pierre Lafitte, qui est décédé il y a 2 ans, qui a été directeur de l'École des mines de Paris, sénateur, et c'est lui qui a qui a conçu même la technopole de Sophia Antipolis. Donc un scientifique clairement tourné vers l'industrie, le rapprochement entre science et industrie. WICIT, qui a 2 véhicules financiers chez nous. Bérénice Chargy, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Mon fils Dylan Janek, qui est effectivement dans la finance, qui a du reste fait son stage à la Banque Rothschild. Et moi-même. Voilà, donc vous avez l'actionnariat tel qu'il est aujourd'hui, avec l'apparition dans la semaine prochaine, je pense, on devrait signer tous les papiers, avec la fondation de la Banque Rothschild. Après, ce sont des budgets, c'est ce qu'on recherche. Je pense que vous avez lu l'ensemble et j'ai pris déjà beaucoup de votre temps, donc je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Et je vous remercie pour votre attention. Parfait, merci Alain pour la présentation. Il y a plein de points qui ont été abordés, mais effectivement, vous pouvez retrouver le deck sur la fiche profil si après vous voulez retrouver les informations qu'il y a dedans. On va pouvoir prendre les questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions maintenant si vous en avez eu soit sur ce qui a été présenté aujourd'hui ou des questions que vous auriez sur le projet qui n'ont pas été abordées. En tout cas, on en a eu 2 pendant la présentation. La première est sur le projet de tuiles. À quel moment sera effective la ligne de production des modules solaires en robotisation? Alors, ce sont deux lignes différentes. La première, pourquoi nous avons besoin de robotiser une partie, et seulement une partie, hein, pas l'ensemble de lignes de production, c'est pour le photovoltaïque classique. Nous avons un objectif qui est de nous rapprocher d'1,30 € du watt en production, en coût de production. Et pour ce faire, on doit éliminer quelques tâches manuelles qui sont répétitives, qui vont aussi aider à améliorer la qualité de travail de nos collaborateurs. Et donc là, on a besoin d'une unité, ça s'appelle le pick and place, très, très précisément, avec une lecture optique, afin de pouvoir déposer des strings de cellules photovoltaïques prédéfinies. Donc là, c'est une libération d'un travail manuel pour un travail automatisé. Aussi dans le domaine de la découpe des formes, des fois qui sont complexes, des panneaux photovoltaïques, parce qu'on fait aussi du sur-mesure, hein, du à façon. Et sur l'ensemble de ces tâches-là, on a analysé au courant de l'année 2024 tous les nœuds dans la production. Sur le flux de production, chaque fois qu'il y avait un nœud, on l'a analysé. L'objectif étant de rapprocher le temps de préparation du temps de lamination des panneaux, afin qu'on n'ait plus de gap entre les deux, entre la partie préparation et, en quelque sorte, on met la pizza dans le four. Il faut que l'ensemble puisse être en synchronisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on a une perte de temps. Non seulement il y a une perte de temps, et l'analyse des différents nœuds dans le flux de production a montré que sur 3 postes précis, on arrive à économiser 49% de nos frais de main-d'œuvre. Alors, à nouveau, il ne s'agit pas de licencier, il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit de faire baisser nos coûts de production et d'améliorer les qualités de travail. Et donc, sur ces 3 postes, ces 3 postes impliquent un investissement de type industriel que nous allons faire.
Et donc, ça va nous permettre de nous rapprocher de façon véritablement très concurrentielle du prix du silicium posé, pas le panneau vendu dans un conteneur de 40 pieds au départ de Hong Kong. Le coût du silicium posé tourne aux alentours d'1,50 € à peu près. Alors, sur des grandes surfaces, ils peuvent tomber plus bas. Et je sais que nous, avec 1,30 € en coût de production, en sachant que la pose est peu onéreuse et la qualité du produit est telle que nous serons réellement concurrentiels sur le marché contre le marché du silicium. Donc ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est effectivement d'avoir une production complémentaire sur des tuiles photovoltaïques en utilisant la même techno. Et là, les machines ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Le ticket est un peu plus élevé en réalité parce qu'il y a toute la robotisation autour notamment de la partie vert des vagues de verre qui vont reprendre, la géométrie des tuiles. Et ça, c'est un autre budget qui n'est pas véritablement impacté dans le budget central là aujourd'hui et dans l'OCA, c'est véritablement dans la levée de fonds via Rothschild. Mais c'est véritablement présent et c'est un autre poste qui est distinct. Très bien, merci Alain. Du coup, si juste je reprends ce que vous avez dit, du coup, l'objectif est d'arriver à baisser le coût de production, on va dire, coût global, en comptant également en fait tout ce qui va être transport et pose du panneau à la fin, quoi. On a regardé les marchés qu'on a perdus. Pourquoi on les a perdus? On n'a pas perdu tant que ça, du reste. Mais quand on les a perdus, c'est en général à cause du prix. L'avantage techno et l'avantage esthétique et de manipulation et de longévité ne fait aucun doute. On a un produit qui est véritablement, honnêtement, assez formidable, il faut bien le dire, mais par contre qui est grévé par son coût. Et donc, il est clair que si on arrive à descendre 1,30 €, 1,35 €, ça va nous ouvrir énormément de portes. Voilà. Super, merci. En parlant de longévité, on a une question de Denis qui demande quelle est la durée de vie d'un panneau solaire Solar Close, du coup? Alors, ça dépend comment on le construit. C'est un millefeuille, hein, les panneaux photovoltaïques, donc tout dépend de ce qu'on met dans ces feuilles et tout dépend de la demande du client. On a deux grands types de panneaux en fonction, je vais vous donner l'exemple type qui est Renault Trucks qui nous a demandé pour les déflecteurs au-dessus des cabines des camions, le déflecteur photovoltaïque, qui a une durée de vie d'une douzaine d'années. Ils nous ont dit, bon, les panneaux qui vont aller sur ces déflecteurs-là, on ne veut pas qu'ils aillent au-delà de 10-12 ans. Et concevez-les afin qu'ils aient une durée de vie qui corresponde à son support. On l'a fait. Pour l'armée française, ou l'armée tout court, et pour le bâtiment, pour l'agriculture, c'est 25-30 ans. Et donc, on construit à façon pour arriver effectivement à avoir ce type de longévité. Alors, je vais vous donner un autre exemple qui est celui, on va installer fin d'année ou peut-être maintenant début janvier sur la station polaire Tara qui est toujours à Cherbourg, qui est en fin de construction et qui ensuite sera déployée en Arctique. Là, on a fait des panneaux qui doivent tenir au grand froid. Alors, ce sont des froids, c'est l'Arctique l'été, hein, c'est moins de 50 degrés. On n'est pas dans les moins 80, donc on a conçu des panneaux et on les a testés. Et on les a labellisés pour des grands froids, mais aussi pour pouvoir résister à des tempêtes, à des manutentions dans un vent très violent. Et donc, on a intégré au sein du panneau des grilles en fibre de verre, pardon, afin que ce soit l'ensemble de cette grille qui subissent les efforts mécaniques du vent et de la tempête et pas les cellules et pas le panneau lui-même. Et donc, en fait, on construit les panneaux en fonction de leur utilisation. Alors, en général, un panneau, ça doit durer 25 voire 30 ans. C'est la règle dans le métier. Et nous, on suit cette règle-là. Toutefois, pour des applications particulières, on transforme la façon de fabriquer les panneaux. Ça peut être de l'antidérapant aussi, par exemple. On peut avoir de la grille avec un antidérapant. On peut avoir une protection aux UV
dans le cadre de panneaux qui vont monter en stratosphère sur des ballons stratosphériques, où on aura des soleils, ce qu'on appelle des soleils plusieurs UV, c'est-à-dire qui ne sont pas filtrés par l'atmosphère terrestre. On a besoin d'avoir une résistance aux UV bien plus supérieure que celle au niveau de la mer. Et donc là, à nouveau, on va transformer le panneau et on aura une coupure, ça s'appelle une coupure UV, qui sera beaucoup plus puissante pour ce type d'application. Très bien, merci beaucoup. Donc voilà, c'est assez variable en fonction en fait de la demande et du besoin, quoi. On a une question qui demande avec tous ces changements, qu'en est-il de nos actions? Donc je suppose que c'est un investisseur historique des premières WeCap qui pose la question et qui par ailleurs vous félicite Alain pour tout le développement de SolarCloss. Je peux peut-être apporter des éléments de réponse et je vous laisserai compléter Alain sur ce sujet. Du coup, le financement qui est présenté aujourd'hui, c'est un financement bridge en obligations convertibles. Du coup, à l'instant T, il n'y a pas d'impact pour les actionnaires historiques, si ce n'est que ce bridge va permettre à SolarCloss d'aller accéder à une levée de fonds du coup, auprès des investisseurs de Rothschild et du coup de pouvoir, comme Alain l'a expliqué pendant la présentation, euh, on va dire optimiser sa ligne de production pour faire baisser les coûts de production des panneaux et donc s'ouvrir à de nombreux marchés. Voilà. Alors, il y a quand même quelque chose qui est intéressant pour l'investisseur, c'est Loïc, je crois. Je me rappelle pas, vous m'avez dit le nom de la personne, mais bon. Ah, je n'avais pas dit, mais, Bon, d'accord. Bon, d'accord. En tout cas, je remercie la personne, tout court. La valorisation aujourd'hui qui est utilisée est à 650 € l'action. OK. Les projections qu'on a fait, les analyses de valorisation pour la banque Rothschild montrent qu'on va monter à une valorisation à 900 € au moment où les investisseurs de la banque apparaîtront. Donc, il y aura effectivement donc, une survalorisation par rapport, surtout, je crois qu'en 2016, l'action était à 450 €, donc elle va être à 900, elle aura doublé en 2025. Alors, j'en ai parlé à Rothschild, j'en ai parlé aussi aux dirigeants de WeSeed. Ce serait peut-être un moment opportun pour regarder à ce que le premier véhicule WeSeed qui est défiscalisable maintenant, soit racheté, vendu, en tout cas qu'il y ait une passation qui soit faite. Elle est envisagée, on en a parlé, les modalités ne sont pas arrêtées aujourd'hui, c'est un peu trop tôt, mais sachez que c'est sur notre tableau de bord. Tout à fait. Et j'en profite d'ailleurs pour le rappeler, du coup, bien évidemment, quand on va dire, les modalités seront avancées, qu'on aura avancé dans ce sens-là, les WeSeeders du coup, de ce véhicule en question seront bien évidemment avertis pour demander leur avis sur le sujet. Mais vous avez bien fait de le préciser, Alain, que voilà, c'est sur la table et c'est un sujet qui est discuté aujourd'hui. On a une autre question qui revient sur les tuiles, qui demande est-ce que vous pouvez un petit peu développer, donner des éléments sur le marché que vous avez identifié sur ces tuiles photovoltaïques, même si ce n'est pas encore une fois l'objet du financement aujourd'hui, mais bon, ça fait partie des développements futurs de la société. Ok, donc quand on regarde les tuiles photovoltaïques, en tout cas les toitures photovoltaïques, c'est relativement facile de faire des ardoises pour la Bretagne. Elles sont grises, elles sont noires. En photovoltaïque, c'est relativement simple. Dès qu'il s'agit de travailler la tuile ronde romaine, il faut avoir la technologie qui correspond à la structure. Et aujourd'hui, avec des rendements corrects, c'est-à-dire les rendements de nos panneaux, on a 3 types de cellules. On a des cellules à 16, des cellules à 18 et des cellules à 20%. Donc on est dans les clous, si vous voulez, en termes de puissance par rapport à ce qui se fait sur le marché, hein. En photovoltaïque classique, vous tournez aux alentours de 20, 21, des fois 22%. Donc vous voyez, avec des tuiles à 20%, on est dans le marché. Là, la difficulté, elle est véritablement de pouvoir avoir quelque chose qui se cintre, et donc le CIGS le permet, d'avoir de la couleur sans pour autant impacter de façon significative le rendement, et ça, grâce à Fraunhofer, nous l'avons. Le marché, c'est le marché on va dire, qui va
du nord de l'Italie jusqu'à la Catalogne, puisqu'on a des tuiles rondes de ce type-là un petit peu partout, et on a surtout une protection, alors c'est très vrai en Italie, très vrai en France, j'espère que c'est tout aussi vrai en Espagne, mais j'en suis pas certain, sur effectivement le fait qu'on ne peut pas utiliser du photovoltaïque rectangulaire noir sur des toitures à proximité de villages classés ou à proximité de monuments. Et dans le sud de l'Europe, les monuments historiques sont légion, hein, c'est romain en quelque sorte. On a effectivement une prédominance de zones où on ne peut pas avoir du photovoltaïque classique. Alors, il y a aussi le marché des milliardaires on va dire, qui va aller de Monaco jusqu'à Saint-Tropez, où clairement jamais ils mettront un panneau photovoltaïque chinois rectangulaire noir sur leur toiture. Ça, on n'en voit pas du reste. Et effectivement, il y a une clientèle de ce type-là. Vous avez une grande partie des toitures dans le sud, dans l'Europe du Sud, on va dire Italie, France et Espagne, où il y a pas et il n'y aura pas de photovoltaïque classique parce qu'il est interdit. D'où l'intérêt de ces tuiles rondes photovoltaïques. Les études de marché ont été faites euh, et les oreilles de nombreux banquiers ont été très attentifs quand on a parlé des tuiles photovoltaïques. Clairement, il y a une attente. Merci pour ces éléments, Alain. On arrive sur la fin de ce live. On n'a plus de questions en cours. En tout cas, si vous en avez encore, n'hésitez pas à les partager. Merci à tous les Wissiders qui ont participé au live voilà, pour votre présence. Merci aussi à ceux qui l'écouteront en replay. Et si vous avez des questions complémentaires d'ici la fin de la collecte, n'hésitez pas à les poser sur la fiche projet sur la plateforme. Alain il répond toujours assez rapidement. Pour rappel, la collecte clôture le 22 décembre maintenant, donc d'ici une dizaine de jours. Donc voilà, si c'est un projet auquel vous voulez participer, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la fiche projet SolarCloss. Et est-ce qu'Alain, vous avez quelque chose peut-être à partager pour conclure ce live? Clairement, il faut remercier tous les gens qui nous soutiennent et qui investissent. C'est la base. Et WeSeed, qui est quand même une assez belle machine, il faut dire, vous fonctionnez bien, vous savez lever des fonds et vous êtes vigilant et vous suivez les entreprises. Donc, mais sans les WeSeeders, WeSeed n'existerait pas. Donc, je remercie et la plateforme et les gens qui y participent. Et c'est comme la plupart du temps, on a eu plusieurs levées de fonds chez WeSeed, elles se sont toujours très bien déroulées. Celle-ci aussi, j'ai été du reste surpris par l'appétence des investisseurs dans cet OCA. En très peu de jours, le- la zone limite était atteinte, on avait dépassé les 200 000 euros et je sais on va finir quasiment dans les clous. Alors que c'est une période difficile, hein, c'est investir aujourd'hui dans l'environnement économique et politique qu'on connaît, c'est pas simple. Donc vraiment, je remercie les gens qui ont cette vision et qui nous soutiennent. Eh ben, c'est une conclusion parfaite. Merci beaucoup, Alain. Merci aux Wissiders et à très bientôt. Au revoir. Enfin.